Et on poursuit ce rendez-vous avec Jean-Louis Montagu et son invité. Bonjour Jean-Louis. Bonjour cher ami et bonjour à tous les auditeurs qui sont fidèles à cette série Patrimoine qui dure déjà depuis quelques mois. N'en parlons plus. Et qui est... Ça ne rajeunit pas. Avec un suspense insoutenable. Mais jusqu'où va-t-il aller ? Eh bien cette fois nous allons remonter très loin dans le temps, beaucoup plus que XIIe siècle, puisque nous allons visiter nos chers amis les Romains, les Gallo-Romains. D'accord. Alors où allons-nous ? Eh bien, je crois qu'on a une invitée qui va nous décrire les lieux. C'est à Petit-Bersac. Bon, pas très loin de Ribérac. Une dizaine de kilomètres. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour, et bonjour à tous aussi. Alors, donnez-nous votre nom et prénom. Alors, donc, je m'appelle Josette Perrier-Replin. Je suis la présidente de l'association des Amis du Musée et du Patrimoine, donc de Petit-Bersac, et aussi membre du conseil municipal. Donc, voilà. Très bien. Alors, donc, nos amis les Romains, Gallo-Romains, étaient donc à Petit-Bersac. Ah oui, oui. Ils sont fous, ces Romains. Ils sont fous, ces Romains. Pour quelles raisons se sont-ils posés à Petit-Bersac ? Est-ce qu'on a une explication ? Parce qu'il y a la Dronne, donc il y a l'eau, peut-être ? Il y a la Dronne, effectivement. On est sur une partie extrême des pétrocorps, de cette partie-là. On est sûrement aussi au milieu d'un nœud routier, avec des grands axes routiers, parce qu'il y a plusieurs gués. Il a été retrouvé plusieurs gués sur la Dronne à Petit-Bersac. Voilà l'explication qu'on peut avoir sur pourquoi ce site-là. Quels étaient les grands axes routiers ? Sont-ils les mêmes aujourd'hui ou étaient-ils différents ? Non, ils étaient différents. Oui. Oui. On allait à quel endroit avec ces axes-là ? Bordeaux, Poitiers, voilà, des axes un peu importants comme ça. Oui, ils n'avaient pas de TGV non plus, donc la voie fluviale était sans doute la plus rapide. Enfin, fluviale, si on peut appeler fleuve. À cette époque-là, la Dronne était navigable. Ah oui. Aujourd'hui, elle est toujours par les canoës. C'est autre chose. Donc, on a bien compris que c'était un lieu presque stratégique, un carrefour important, Petit-Bersac. Ouais. Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est la taille de la villa gallo-romaine qu'on a trouvée, puisqu'on peut estimer que c'est une des plus grandes villas de la Gaule. Ah oui. Ah oui, oui. Vous la mesurez en hectares, par exemple On sait que la totalité faisait 10 hectares. Ah oui, c'est énorme. La villa en elle-même, on estime qu'elle faisait 5500 mètres carrés. Oui. On a une partie à colonnade. Les villas gallo-romaines, elles étaient un peu faites sur le même style. C'est-à-dire une partie basse, 2 parties de chaque côté. Et la partie à colonnade, donc, on estime à 155 mètres. Donc, on peut imaginer la taille de cette villa. Absolument. Alors, on estime qu'elle a été construite sûrement pour un haut dignitaire romain. Et vers quelle époque on arrive à la On est situer ? au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ah oui, donc c'est vraiment une découverte historique. Comment justement le site a-t-il été découvert ? Alors ça a commencé au 19e siècle avec des archéologues qui ont commencé un peu à fouiller le long de la Dronne et qui ont commencé à trouver des objets. Des objets qu'on peut retrouver aujourd'hui au musée d'art et d'archéologie de Périgueux. Et puis après, un monsieur qui s'appelle donc Jean Pichardy, qui n'était pas du tout archéologue, qui n'était pas du tout passionné. Voilà. Enfin, il est devenu passionné. A commencé à fouiller dans son jardin et il a trouvé des objets. Et après, il s'est mis à faire des fouilles, mais il les a fait quand même de 1965 à 1979. Donc, c'est récent. Voilà. Donc. Oui, c'est récent. Ouais. Et donc, et là, effectivement, il a fait des fouilles dans différents endroits de Petit-Bersac. Et c'est comme ça qu'on a pu découvrir cette villa, qui n'a été, en fait, on n'en trouve qu'une petite partie, l'autre partie étant sous le village. Ah oui. D'accord. Voilà. Donc, on peut imaginer qu'il y ait des pierres de cette villa qui aient servi à la construction des maisons dans les générations suivantes. Bien sûr. Ah oui, on retrouve des pierres. Moi, j'ai une amie, elle a un puits avec une pierre de cette villa, quoi. Puis bon, l'église a été en partie construite avec les pierres de cette villa, ou du moins ce qu'il en restait à ce moment-là. On savait déjà recycler. Ouais. Et alors, ce que vous avez trouvé, enfin ce qu'il a trouvé au départ, on en trouve encore d'ailleurs. Ça a été regroupé dans un petit musée, donc il est situé à côté de l'église. Voilà, c'est ça. Ça touche l'église. Ouais. Et effectivement, tout ce qui est dans ce musée a été restauré par le musée d'Aquitaine.
et avec des restaurations. Il y a encore énormément de choses, mais qui ne sont pas visibles. Et qu'est-ce qu'on y trouve comme type d'objet vraiment dans le musée? Caractéristique, oui. Ouais. Effectivement, on trouve des poteries, on a trouvé de la céramique, on a trouvé des objets de la vie courante, style des cure-oreilles, des choses effectivement qui sont pas si évidentes comme donc une cuillère à fard, des fibules. On a beaucoup de fibules, donc des fibules qui sont estimées assez bien conservées, quoi. Il faut nous expliquer de quoi il s'agit, parce que c'est un terme qu'on n'emploie pas quotidiennement. Bien sûr. Une fibule, c'est ce qui servait à tenir la toge. Les Romains, ils avaient un vêtement très ample qui tenait avec effectivement une fibule qui, on pourrait considérer une épingle à nourrice aujourd'hui. Oui, ils n'avaient pas inventé les boutons à l'époque. Peut-être qu'il y en avait quand même. Aussi, on a des... Alors, ça remplace. Ouais. Et c'est métallique, ces objets il y a des objets métalliques. Oui. On peut le voir d'ailleurs sur Internet. Il y a des photos de quelques-uns des objets. Il y a des serpes, j'ai vu, parce que bien sûr, ils travaillaient. Après, oui, il y a tout ce qui est effectivement là aussi de la vie courante. C'est-à-dire, on a toute une collection de couteaux. Ah oui. Et effectivement, des serpes, et après, on a des pinces à découper. On a mais là, des haches, Vous avez la collection quasi complète de tous les objets usuels de l'époque. Ça. Mais ça veut dire aussi qu'ils les fabriquaient. Il n'y avait pas d'Intermarché pour aller acheter des couteaux, donc ils les fabriquaient eux-mêmes. Oui. Sur place même. Vous devez avoir vu des fours ou des... Oui, on a effectivement trouvé un four un bronzier. Où on a retrouvé donc des fourneaux donc pour la fonte. Avec des outils, des restes de creuset, des bijoux, des pièces de monnaie. On a aussi une bonne collection de pièces de monnaie. D'ailleurs, ça pose aussi, les archéologues se posent toujours des questions vous savez, comme nous, des filières, à savoir d'où ils sortaient le cuivre, parce que pour fondre, c'est bien, mais il faut des matières premières. Chez nous, il y avait surtout du fer, et là, apparemment, c'est pas le cas. Donc, ils devaient faire venir le cuivre d'ailleurs. Parce que je ne crois pas qu'il y ait de gisement proche. Non. Par contre, il fallait du bois, et ça, ils étaient bien placés. Pour faire chauffer la marmite. Est-ce que ces découvertes ont permis de comprendre le quotidien ou la vie de ces gens-là, donc le 1er siècle avant Jésus-Christ, puis un peu plus en avant? Ah oui, bien sûr. Après, il y a plein de zones d'ombre. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 ans. Il n'y a pas d'écrit. Alors effectivement, au fur et à mesure que les fouilles se font un peu partout, on arrive effectivement à comprendre un peu mieux leur vie. Puis les objets qu'on trouve, quand on a trouvé une cuillère à fard, donc on savait qu'il y avait des femmes qui se maquillaient. On a trouvé des bagues, on a trouvé des bijoux. Donc effectivement, après on est plus sur la villa en tant que telle. Il y a tout ce qui était autour. On a parlé du four, mais il devait y avoir aussi des bâtiments agricoles. Une villa gallo-romaine, elle était censée se suffire à elle-même, c'est-à-dire qu'elle devait fabriquer en fait tout ce qui était nécessaire à la vie de la villa. Donc il y a des gens qui étaient à l'intérieur. Donc ça, on n'a pas retrouvé tout ce qui était agricole, on n'a rien retrouvé. Mais peut-être que c'était sur la partie qui se trouve effectivement sous la commune, quoi. On n'a pas retrouvé de restes humains, par contre. Alors, on a retrouvé aussi, et là on est sur une autre époque, des tombeaux mérovingiens. Ah, d'accord. À un autre endroit. Et dans ces tombeaux, notamment, parce que c'est un objet que je trouve assez extraordinaire, on a retrouvé un bracelet en verre qui était encore entouré au poignet donc d'un squelette qui devait être celui d'une femme. Mais là, on est sur l'époque après les Gallo-Romains. Et on peut le voir au musée aussi ? On ne peut pas voir les tombeaux. Alors, c'était sur des terres agricoles. Il faut savoir que tous les terrains qui ont été fouillés étaient des terrains privés. Ah oui. Donc, il a fallu dédommager les propriétaires, et d'autant plus les propriétaires agricoles, à qui, effectivement, on a lésé un peu sur la partie... Le travail, hein. Oui. Mais quand on trouve un trésor comme ça, il est à qui, finalement ? On doit le donner à l'État ou je vois ceux qui trouvent des monnaies anciennes,
Ils peuvent devenir riches tout d'un coup, non? Non, déjà pas du tout, parce que même les monnaies de cette époque-là, elles n'ont pas énormément de valeur. Alors, à cette époque-là, au moment où les fouilles ont été faites, ça appartenait à celui qui les trouvait. Aujourd'hui, la législation, elle a changé. Et là, maintenant, dès qu'on trouve quelque chose, ça appartient à l'État. Mais à cette époque-là, donc, c'était à la personne qui les trouvait. Et il y a eu un don qui a été fait à la municipalité par un donateur anonyme qui a aussi participé à la réfection de l'église et donc à la création de ce musée. Un donateur d'ici ou un étranger mystérieux anonyme? Il est anonyme, Jean-Louis. Vous pouvez vraiment le rechercher. Il vivait sur la côte, mais il est enterré à Petit-Bersac, pour donner des éléments. Non, mais c'est toujours intéressant à savoir, parce que ça peut en attirer d'autres. D'ailleurs. Ce serait bien. Quelques mécènes. Ah oui, ce serait bien. Ça se fait. Il y a toujours des fouilles, il y a toujours des études, des archéologues qui sont présents. Malheureusement, non. Ça serait bien, mais c'est compliqué, puisqu'il faudrait qu'on puisse ou acheter des terres, et aujourd'hui il y a plein d'aides, y compris de l'Europe, pour justement avoir des facilités pour acheter des terres et faire à nouveau des fouilles. Nous, on aimerait bien que certains propriétaires vendent, parce qu'il y a des choses effectivement qui sont à voir et qui ont été recouvertes. Mais là, pour l'instant, on n'a pas de... Les propriétaires, ils ne sont pas forcément d'accord. Donc, voilà. Donc on lance un appel, on en profite. Voilà, c'est et d'ailleurs, vous avez peut-être droit à des subventions de la région, au moins, qui se réunissent souvent, d'après ce que nous a expliqué M. Debossé récemment. Bien sûr, oui. Donc il accorde des subventions, dans certaines conditions, bien sûr. Mais là, vous êtes un site quand même privilégié. Est-ce qu'on peut imaginer des découvertes pour arriver un jour une comparaison, par exemple, à Vézuna, à Périgueux? Parce qu'on peut imaginer qu'il y ait carrément les fondations ou les prémices des premiers murs, là. Ah oui, mais ça, on a trouvé ça. On a trouvé Alors, sur la partie qu'on a pu découvrir, on a trouvé déjà une quinzaine de salles chauffées par hypocauste. Alors, qu'est-ce que c'est que le chauffage d'une salle par hypocauste? C'est en fait, il y a des fours avec de l'air chaud qui effectivement circulait sous ces salles, on va dire, comme il pouvait y avoir des murs qui étaient alvéolés et où la chaleur aussi montait. Donc à cette époque-là, ils chauffaient. On n'a rien inventé, chauffage au sol, chauffage dans les murs, voilà. Donc ça, on a retrouvé une quinzaine de salles chauffées comme ça. Donc on a pu déterminer une bonne partie effectivement des murs. Et ce qu'on a trouvé aussi qui était assez extraordinaire, c'est que devant cette colonnade donc de 1,55 m, on a trouvé un bassin qui fait 1,40 m. Alors on ne sait pas si c'est bassin d'agrément ou piscine, etc., parce qu'il était aussi profond. On pense aussi que les Romains ont dû détourner un ruisseau pour que dans ce bassin, ça soit de l'eau qui court, parce que sinon, ça... Voilà. Donc ça aussi. Et on a trouvé en 2011 un angle de bassin. Donc vous voyez, il y a encore des choses qui peuvent se faire. Il faut savoir que Petit-Bersac a une zone rouge, ce qu'on appelle, où on n'a pas le droit de faire un trou. Et donc, il y avait un monsieur qui a commencé à faire un trou. On lui a dit stop. Effectivement, là, on a trouvé un angle de ce bassin. Donc il y aura toujours des découvertes. Oui. On sait que tout n'a pas été fouillé. On sait qu'on peut encore trouver des objets ou des sites, parce qu'on a trouvé un aqueduc, par exemple, savoir qui était particulièrement bien conservé aussi. Donc voilà. Donc on peut lancer un appel à l'université de Bordeaux ou d'ailleurs, spécialistes d'archéologie pour venir continuer. Mais il y a toujours des fouilles dans le département et dans la région, mais dans le département, il y a toujours des sites qui sont fouillés. Monsieur Gaillard, qui va venir faire la conférence là, le 19, aimerait trouver effectivement des universitaires et il n'en trouve pas. C'est vrai que du coup, comme ce site, il est privé, on va dire, c'est compliqué. Il faudrait vraiment qu'il y ait... le seul problème, c'est vraiment d'arriver à trouver des terrains où on puisse effectivement refaire des fouilles. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui, puisque c'est un musée à Petit-Bersac, des pièces, des choses. Quand on arrive à Petit-Bersac, qu'on a envie d'en savoir plus sur son passé. Alors, si c'est quand on arrive dans le bourg, on voit rien. Et non, il n'y a rien. Malheureusement, parce qu'on a plein de visiteurs qui nous disent « Mais c'est où Qu'est-ce qu'on peut voir ?» Mais non, on ne peut rien voir, malheureusement.
C'est un peu dommage. Donc bon, mais c'est comme ça. Il y a des photos, hein, on a plein de photos des fouilles. Donc mais malheureusement, on voit rien. Il n'y a pas de maquettes même qui ont été faites pour illustrer ce qui serait cette villa gallo-romaine ou dans ces découvertes faites? Non, parce que c'est compliqué. Hein. Nous, là, on est en train de réaménager le musée et on va faire un grand panneau sur les fouilles. On a trouvé une carte, on la met effectivement sur une carte aérienne. Pour que les gens voient un petit peu la taille de cette villa et des dépendances derrière. En gros, on va avant l'église, bien avant l'église, jusqu'au terrain de foot. Pour ceux qui connaissent un petit peu Petit Bersac. Et c'est très grand, quoi. Hein. Quand on dit 10 hectares, c'est pas... C'est pas rien. Voilà. Mais malheureusement, non. Mais avec les techniques de drone, maintenant, on peut facilement faire des photos aériennes, justement. On n'a plus besoin d'avion, c'est plus simple. Ouais. Alors, maintenant, ils font même des recherches par... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais par sonde, en fait, terrestre. Ah oui. Qui est plus apparemment plus précise qu'effectivement les drones. D'accord. Mais ça aussi, on aimerait aussi, mais là aussi, ça demande des techniques, ça vaut cher aussi. Voilà. Alors le musée réaménagé, qu'est-ce qu'on peut y voir? Les objets que vous nous avez cités il y a quelques instants. Oui, déjà. Et on le réaménage parce que, on change tout, en fait, dans la conception. On était sur du bois, on passe sur du métal parce qu'à Petit Bersac, on a un forgeron d'art. Donc, on a profité de lui. Et donc, tout va effectivement être changé. Mais bon, on est un petit peu en retard. Bon. Et l'actualité, c'est aussi donc cet événement avec la conférence et des animations autour de l'archéologie et de ce site. Oui, c'est ça. Alors, que va-t-il se passer? Alors là, donc Monsieur Gaillard, qui est l'architecte de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, s'est proposé de venir faire une conférence. C'est un archéologue qui connaît bien le site. Hein. Il a participé aux fouilles, il connaît bien ce site. Et un petit peu, son but, c'était aussi de sensibiliser la population, de Petit Bersac et autour, effectivement, sur l'importance de ce site et de l'importance aussi, si on pouvait recommencer effectivement des fouilles. Quoi. Donc, il nous fait une conférence le 19 à 16h45 au château du... Oui, alors au château du Mas-de-Monté. Ce château qui est juste à côté, je crois, à 2 kilomètres du... Oh, même pas. Même pas. Et dont on a eu l'occasion de parler à propos du colonel de Nattes, qui a été maire aussi. Enfin bon, donc là, je reviens aux épisodes précédents pour raccrocher l'histoire. Donc il y aura cette conférence le samedi. Le samedi. Après, il y a la visite du musée. Alors c'est ouvert à tout le monde. Alors oui, puisqu'en fait c'est dans le cadre des situations sanitaires aussi. Hein. Oui, oui. Mais c'est dans le cadre des Journées européennes d'archéologie. C'est clair que c'est sur le site européen. Voilà. Donc effectivement, on peut supposer que des gens viendront peut-être de loin. On ne sait pas. Oui. À la fois pour écouter le conférencier, parce que c'est toujours intéressant d'apprendre des choses, et puis ensuite découvrir ce musée de Petit Bersac. Donc il va être pour l'été ouvert tous les jours. Alors il est ouvert en juillet et en août, effectivement, l'après-midi, de 14h30 à 18h. Et effectivement, alors il est petit ce musée, donc... on ne met pas de conditions particulières. C'est sûr que si 20 personnes se présentaient d'un seul coup, on dirait non, parce qu'effectivement, en raison des mesures sanitaires actuelles. Mais sinon, il est ouvert aussi sur demande. C'est-à-dire quelqu'un, effectivement, qui a envie de visiter. Il faut téléphoner. Il faut téléphoner. Les ou à la mairie. à la mairie.